Madame Levallois, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Alors, d'abord, sur le Washington et d'autres capitales qui enjoignent Israël à la prudence, qui retiennent l'offensive terrestre. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, que Netanyahou serait allé plus tôt et qu'il est retenu par Washington, entre autres. Oui, le sentiment que l'on a ce soir, effectivement, c'est que Washington exerce des pressions sur Netanyahou pour éviter cette offensive terrestre, même si je pense qu'elle aura lieu, évidemment. Mais c'est probablement l'intensité de cette opération qui risque d'évoluer, puisque les Américains sont très inquiets des conséquences de cette offensive terrestre, mais également des Européens. Et le président Macron l'a également souligné lors de sa visite en Israël, puisqu'il y a aussi la question non seulement des civils palestiniens qui commencent à inquiéter beaucoup, mais la question des otages qui sont retenus à Gaza. Et parmi ces otages, comme vous le savez, il y a de nombreux ressortissants binationaux. Donc Israël est concerné, bien sûr, mais aussi les pays qui ont leurs ressortissants sur place, des Américains, des Français, des Canadiens ou autres. Et donc ça incite à la prudence, parce que ce que tous les observateurs s'accordent à dire, c'est que ça risque d'être extrêmement meurtrier, cette offensive terrestre, aussi bien du côté de l'armée israélienne que du côté des civils palestiniens. Pour ce qui est de la différence, puis on en parlait la dernière fois, mais j'aimerais que vous réexpliquiez aux gens entre la pause humanitaire demandée par Ottawa, par Paris, par plusieurs capitales, et par ailleurs un cessez-le-feu. C'est très différent. On ne parle pas de la même chose. Oui, effectivement, quand on parle de trêve humanitaire, l'idée, c'est que les camions qui sont bloqués au poste frontière avec l'Égypte, le poste frontière de Rafah, puissent rentrer à Gaza pour apporter les biens de première nécessité, les médicaments, l'eau, l'électricité, enfin le gasoil pour faire marcher les générateurs. Et donc ça, c'est vraiment une trêve qui s'entend dans le cadre du droit humanitaire international, alors qu'un cessez-le-feu, pour les Israéliens, ça serait considéré finalement d'accorder un répit au Hamas. Et comme on le sait, Israël n'est pas du tout dans cette logique. Israël est dans la logique de vouloir en finir avec le Hamas. Et donc l'idée d'accorder ou de permettre un cessez-le-feu pour les Israéliens, ce serait, d'après eux en tous les cas, donner satisfaction, si je puis dire, aux revendications du Hamas. Et donc on voit bien là qu'on n'est pas du tout dans la même logique et dans la même portée politique. Par ailleurs, vous avez entendu Joe Biden, Emmanuel Macron l'a dit aussi aujourd'hui, les chemins de la paix passent par une solution à deux États. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de monter les attentes et comment tout ça peut se concrétiser au cours des prochains mois? Je vous repose la question. Qui pourrait prendre le relais du Hamas? Avec qui négocier? C'est plus compliqué le faire que le dire, là. Ce qui est intéressant et important dans ces déclarations, c'est qu'une fois la phase d'émotion très vive et légitime passée, tout le monde se rend compte que de parler uniquement de la destruction du Hamas ne réglera jamais rien et qu'il faut absolument revenir à des propositions, à une initiative politique permettant de donner satisfaction à la revendication des Palestiniens. Alors effectivement, la situation s'est tellement dégradée en Cisjordanie, qui devrait être le siège d'un État palestinien tel que ça avait été conclu dans les accords d'Oslo. Un seul chiffre permet de tout comprendre. On est passé de 280 000 colons en Cisjordanie à plus de 700 000 aujourd'hui. Et donc toute la question est là. Comment proposer une solution à deux États lorsque le territoire de Cisjordanie est complètement éparpillé avec des colonies qui ne permettent pas une continuité territoriale de ce que pourrait être un État palestinien, qui se double du fait, pour répondre plus directement à votre question, que l'autorité palestinienne incarnée par Mahmoud Abbas est complètement délégitimée auprès des Palestiniens, mais également auprès des interlocuteurs, et que le Hamas, après cette horrible opération du 7 octobre, n'est plus un interlocuteur. Alors, est-ce que la sagesse serait de permettre l'organisation d'élections en Cisjordanie pour permettre l'émergence d'un nouveau leadership, parce qu'il y a des personnalités palestiniennes?
C'est vrai que les plus importantes sont emprisonnées dans les prisons israéliennes. Donc, est-ce qu'Israël serait capable de faire un geste pour permettre à certains interlocuteurs palestiniens légitimes de sortir et de se présenter? Mais la question du Hamas va rester entière, puisque le Hamas, après le 7 octobre, effectivement, n'apparaît plus comme un interlocuteur, alors que c'est une composante politique avec laquelle il faut évidemment composer, parce que ça représente une partie des Palestiniens, même si tous, et c'est important de le rappeler, ne sont pas en faveur, ne soutiennent pas le Hamas. Mais comme vous dites en terminant, Agnès Levallois, le fait que Joe Biden le dise si clairement maintenant, que M. Macron le dise si clairement maintenant et que d'autres le disent, c'est comme dire nous n'oublierons plus ce problème qui ronge la région. Là. Il faudra qu'on vive et qu'on le règle un jour. Là. Vous savez, on a souvent remarqué que dans des conflits de cette violence, il faut que la violence atteigne un degré insupportable pour finalement contraindre les parties à accepter de travailler ensemble pour une solution. Si on reprend les interlocuteurs de 93 des accords d'Oslo, vous aviez Yitzhak Rabin, représentant travailliste, donc la gauche israélienne, et Yasser Arafat. Aujourd'hui, vous avez Netanyahou avec un gouvernement composé de l'extrême droite et des colons, et le Hamas qui entend, groupe radical pour le moins, et qui entend représenter les Palestiniens. Est-ce qu'à la sortie de ce conflit, ce que l'on peut souhaiter, c'est que ces extrêmes soient mis de côté pour faire revenir sur le devant de la scène des interlocuteurs qui soient en mesure, en tirant les enseignements de ce drame, en mesure de se dire maintenant, il faut absolument une solution et à ce moment-là soutenue par la communauté internationale, parce que celle-ci doit aussi jouer son jeu pour permettre de rapprocher des points de vue et arriver à l'établissement de cet État palestinien. Il n'y aura pas de paix au Proche-Orient sans un État palestinien, c'est une évidence absolue. On a voulu faire l'impasse sur une solution politique et on la prend en effet boomerang en retour. Agnès Levallois, très clair, merci beaucoup. Merci de Paris, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Bonsoir.